ou non par le VIH. Donc, Elias, tu as 10 minutes. Ah, je clique là-dessus. Voilà, suivi. Voilà, tu cliques sur ta présentation. Voilà. Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais quand même dire merci aux organisateurs de l'AFRAVI qui me donnent l'occasion de présenter ce travail de la cohorte MSM ANRS 12324 Expertise France. Et donc j'ai l'immense honneur de présenter donc l'hépatite B chez les HSH infectés ou non par le VIH en Afrique de l'Ouest, prévalence, facteurs associés et donc acceptabilité de la vaccination. Donc il faut dire que l'infection par le virus de l'hépatite B est une question importante donc de santé chez les HSH au plan mondial. Donc en témoignent les prévalences élevées donc, partout dans le monde, 23% aux Pays-Bas, 19% dans le comté de Los Angeles en 2014, 8% donc au Kenya en 2016. En témoignent également donc les incidences élevées, retrouvées par-ci par-là, 6,0 donc pour 100 personnes années au Kenya. Et aux États-Unis, 20% des nouvelles infections donc, chez les adultes surviennent donc chez des gays et des bisexuels. C'est également donc une question importante de santé parce que les HSH concentrent plusieurs facteurs de risque importants d'acquisition des IST, incluant donc le VHB, tel que donc le contexte de violence dans lequel ils vivent parfois, le multipartenariat sexuel, les comportements et les pratiques sexuelles donc, à risque, tels que donc, les rapports sexuels non protégés. Donc, en Afrique de l'Ouest, l'infection par le virus de l'hépatite B donc, est caractérisée par une prévalence très élevée, donc au-delà de 8% en population générale. C'est également caractérisé par un accès limité à la prise en charge, l'existence de peu de données donc, disponibles chez les HSH et l'existence de peu de programmes de prise en charge adaptés aux HSH. Ah, pardon. Voilà. Donc, dans ce contexte, nous avons mené une étude dont l'objectif, c'était d'investiguer chez des HSH séropositifs pour le VIH et chez des HSH séronégatifs pour le VIH, dans 4 pays ouest africains, la prévalence de l'infection par le VHB, les facteurs qui étaient associés donc à l'infection par le VHB et l'acceptabilité de la vaccination contre le VHB. Donc, COMSM, c'est une cohorte interventionnelle de HSH dans 4 pays ouest africains qui a débuté donc, en juin 2015. Elle se déroule dans des cliniques associatives qui sont donc Arcade Sida au Mali, à Bamako au Mali, Espace Confiance à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'Association africaine de solidarité à Ouagadougou, Burkina Faso, et Espoir et Vie Togo à Lomé, donc au Togo. Donc pour cette étude, nous avons mené une étude transversale des données qui ont été collectées chez les participants à l'inclusion dans COMSM. Donc l'inclusion, les critères d'inclusion, c'était tout homme qui rapportait tout homme âgé d'au moins 18 ans qui rapportait au moins un rapport sexuel anal, actif ou passif avec un homme au cours des 3 derniers mois précédant donc l'inclusion, qui était séronégatif pour le VIH ou qui découvrait donc sa séropositivité à l'inclusion. Et il était donc proposé à chaque participant inclus un examen clinique par un médecin, le dépistage du VIH, de la syphilis, des hépatites B et C, le diagnostic et le traitement des IST par une approche syndromique, la proposition du traitement antirétroviral immédiat pour donc les participants qui étaient infectés par le VIH, un accompagnement communautaire par des pairs éducateurs, une mise à disposition de préservatifs et de gel lubrifiant, et donc le questionnaire socio-comportemental. Il était également proposé donc la vaccination contre l'hépatite B pour les participants qui avaient un antigène HBS et un anticorps anti-HBS. Nous leur proposions donc un schéma, soit un schéma à 3 doses, à J0, M1, M3, ou alors à 4 doses, à J0, J7, J21 et M12. Donc, nous référions donc vers les structures nationales de prise en charge les participants qui avaient un antigène HBS positif ou alors un anticorps VHT positif. Donc, pour notre étude, nous avons fait la recherche des facteurs associés à l'infection par le
VHB, donc par une régression logistique. Donc dans ce tableau, vous avez les caractéristiques des HSH qui ont été inclus. Et au 21 janvier 2018, sur l'ensemble des sites, on avait inclus environ 769 HSH, repartis comme suit: 305 au Mali, 163 en Côte d'Ivoire, 155 au Burkina Faso et 146 donc au Togo. Ils avaient en moyenne 24 ans d'âge. Non, pardon. Ils avaient un âge médian de 24. On retrouvait environ 20% d'infection par le VIH, 13,8% d'IST, avec quand même 32,9%, un peu plus important au Burkina Faso. On retrouvait très peu de cas de syphilis. À environ 63%, les HSH inclus avaient un niveau d'infection inférieur au baccalauréat, et à 82% environ, ils étaient célibataires, divorcés donc, ou séparés. Donc la figure ci présente donc la prévalence du VHB. Donc en bleu, vous avez les mono-infections, donc VHB. En orange, vous avez les co-infections VIH-VHB. Et en vert, vous avez la prévalence du VHB, quel que soit le statut du VIH. Donc sur tous les sites, on retrouvait globalement donc, environ 11,2% de prévalence du VHB et 10,4% de prévalence chez les VIH-, oui, et 14,6% donc de prévalence chez les VIH+. Donc cette tendance était globalement respectée à Bamako et à Ouagadougou. Par contre, à Abidjan, on avait une prévalence quand même beaucoup plus importante chez les VIH+, de 26,5%. Et chez les VIH-, on avait 15,5% et 17,8%, quel que soit le statut VIH. À Lomé, les prévalences étaient moins importantes, quand même 10% chez ceux qui étaient donc infectés par le VIH. Donc, l'identification des facteurs associés par régression logistique, on retrouvait donc significativement la prévalence du VHB qui était quand même moins importante à Lomé par rapport à Abidjan. Et les HSH qui avaient donc un niveau d'éducation inférieur au baccalauréat avaient un risque beaucoup plus important, donc significativement plus important, donc d'être infectés par le VHB. Ceux qui pratiquaient donc le sexe transactionnel, parfois ou toujours, avaient également un risque environ 3 fois plus important que ceux qui ne le pratiquaient pas. Et ceux qui s'auto-définissaient, donc comme homosexuels ou gays, étaient plutôt moins à risque donc d'être infectés par ceux qui étaient bisexuels ou hétérosexuels. Il n'y avait pas d'association entre l'infection par le VIH et donc l'infection par le VHB. Donc en ce qui concerne l'acceptabilité de la vaccination, sur 522 HSH qui étaient donc éligibles pour la vaccination, donc au 21 janvier 2018, 479 avaient reçu au moins une dose de vaccin, donc le processus est toujours en cours, et 73% avaient finalisé le schéma de vaccination. Donc en guise de conclusion, on peut dire que la prévalence du VHB est élevée chez les HSH, donc à Abidjan, à Bamako et à Ouagadougou. On note également une bonne acceptabilité de la vaccination. Et de là, on peut recommander que le dépistage du VHB, suivi de la prise en charge des cas positifs et de la vaccination des cas éligibles, doivent être compris dans l'offre de soins chez les HSH. Donc, je suis à la fin de ma présentation. J'aimerais remercier l'ensemble des participants à la cohorte. Je remercie également les équipes du Nord, TransVIH-MI à Montpellier, le CESTIM à Marseille, Coalition Plus en France. Je remercie également toutes les équipes africaines du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Et je remercie également donc les financeurs, l'ANRS et l'initiative 5%. Je vous remercie, vous également, donc, pour votre attention. Merci infiniment, Elias, pour cette présentation très, très intéressante. Tu as largement respecté le temps. Ça nous donc, laisse la latitude pour des questions. Voilà, plusieurs. Oui. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est pas grave, vous m'entendez. Merci beaucoup pour ta présentation très intéressante. Alors, plusieurs questions. La première,
la définition de l'infection par le VHB, c'était la positivité de l'antigène HBs. Est-ce que vous avez fait des anticorps anti-HBC? Anticorps anti-HBC? Oui. Non, nous ne les avions pas fait. Parce que là, ensuite, donc vous proposez la vaccination chez les sujets qui sont antigènes HBs négatifs et anticorps anti-HBs négatifs. Et si vous ne faites pas l'anticorps anti-HBC, vous allez vacciner des gens qui ont déjà rencontré le virus, et c'est inutile. Ah oui. Oui. D'accord. Donc, ça serait bien, si vous avez des sérothèques, de pouvoir réaliser les anticorps anti-HBC. Vous aurez aussi un reflet d'une infection ancienne guérie. Et vous pourrez peut-être aussi mieux analyser les différences, par exemple à Lomé. Peut-être que les gens guérissent plus facilement de l'hépatite B, ils ont des anticorps anti-HBC. On va regarder ça, je pense que ça sera très intéressant. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'était, vous faites 2 schémas vaccinales, soit 3 injections, soit 4 injections. Pour quelle raison? Non, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le schéma vaccinal initial, selon lequel nous sommes partis, c'était un schéma à 3 doses. Oui. Donc, au début du projet, c'était cela. Et progressivement, lors des réunions, on nous a dit qu'il y avait un schéma quand même à 4 doses qui était beaucoup plus facile, qui était conseillé. Et donc, celui-là aussi, on l'a mis en œuvre ensuite. Alors, ce schéma à 4 doses, oui, il y a une dose au 15e jour, je ne sais plus. Oui, mais... C'est pour qu'ils soient plus immunisés rapidement, s'ils ne reviennent pas, c'est ça la raison? Exactement, parce que les 3 doses, lorsqu'elles sont rapprochées, oui. Et visiblement, elles entraînent une immunisation beaucoup plus importante, voilà, plus rapide. Okay, merci. Merci à vous. J'avais exactement la même question que la première question posée, c'est-à-dire quelle était éventuellement ce niveau d'information sur anti-HBC. Pour information, dans les séries qu'on a pu réaliser à Abidjan et de manière générale dans l'Afrique de l'Ouest, la prévalence fluctue entre 70 et 90% des personnes qui sont naturellement immunisées contre l'hépatite B. Donc c'est vraiment un point essentiel à prendre en compte et à vraiment discuter lors d'une stratégie vaccinale pour le cas de l'hépatite B. D'accord. Plus un autre commentaire, on a également réalisé une étude de prévalence à la clinique Confiance à Abidjan. D'accord. Et on retrouvait une prévalence de l'hépatite B chez les HSH. C'est le travail du ciel, c'était nettement plus basse. Autour de 10%, un petit peu comme c'est attendu dans la prévalence de la population générale. Là, vous avez montré bien les intervalles de confiance. C'est une très bonne chose de leur montrer pour Abidjan, qui était relativement large. Donc je pense que c'est important vraiment d'augmenter les tailles de population pour avoir des résultats plus fiables et plus solides sur la potentiel risque lié à l'hépatite B, lié à la transmission sexuelle. Ok, merci. Moi j'ai une question aussi. Merci Elias pour ta présentation. J'ai une remarque et un commentaire. Ma remarque, je pense que ta présentation fait écho à ce qui s'est passé hier. Sachant maintenant que la PrEP arrive dans ces pays, pour ces populations, la question d'avoir un accès au traitement de l'hépatite B pour ceux qui en ont besoin va devenir importante. Et pour moi, ça pose toujours question quand la PrEP est disponible gratuitement et dans le même temps, les États ne payent pas le traitement pour ceux qui ont besoin d'éthiques curatives. C'est pas dire qu'il ne faut pas de la PrEP, hein, c'est dire qu'il doit y avoir du traitement pour l'hépatite B. Ma question est par rapport à ton résultat, par rapport aux hétéro-bisexuels qui ont une prévalence de l'hépatite B, dans ce cas de l'antigène HBs, plus élevé dans ton étude par rapport aux gays. Et en fait, c'est opposé à ce qu'on observe dans quasiment toutes les études par rapport au VIH. Et je voulais savoir si vous aviez une piste explicative ou des débuts de choses que l'on pourrait explorer pour comprendre cette différence. Donc, on a commencé à y réfléchir. On cherche des pistes. Donc, mais on n'y est pas encore et on va certainement t'associer à cette réflexion. Hein. D'accord. Voilà. C'est une bonne réponse. D'accord. Oui. Merci.
De quelle nationalité? On est de langue anglaise. Ouais. Ok, donc du coup, votre question, c'est la question de l'environnement juridique et tout législatif qui existe dans nos pays. Donc il faut dire que c'est assez disparate. Donc il y a des pays qui pénalisent effectivement l'homosexualité. Donc le Togo, par exemple, il y a donc des lois de pénalisation. Également le Ghana, comme parce que vous me dites... ouais, voilà, justement, vous me dites que votre patient est anglophone, donc au Ghana également. Mais même s'il n'y a pas de loi punitive, il y a quand même des dispositions juridiques qui ne sont pas favorables donc, à l'homosexualité. Donc il y a certaines lois, par exemple, qui disent, par exemple, si on voit des HSH s'embrasser, trouble à l'ordre public et tout, donc il y a quand même des dispositions juridiques ou bien marcher ensemble et tout, il y a des dispositions juridiques qui ne sont pas favorables au HSH. Donc voilà. On a encore une minute. Et moi, j'avais justement une question par rapport à ceux qui avaient été trouvés positifs. Oui. Pour le VHB. Donc, qu'est-ce qui leur a été proposé en termes de prise en charge? Je ne sais pas si... Pour le Burkina, je ne sais pas si Alice est dans la salle. Elle était là. Donc, Alice, c'est donc l'hépato-gastro-entérologue avec laquelle nous travaillons. Donc, elle est au CHU. Elle est au CHU. Et nous lui référions donc les patients qui sont donc infectés par le VHB, qui ont l'antigène HBS positif, on dira. Donc, elle fait la poursuite, donc la suite de la prise en charge. D'accord. Et ceux qui ne sont pas infectés par le VIH aussi? Je dirais, est-ce qu'ils ont eu une possibilité? Oui, les mono-infectés. Est-ce qu'ils ont eu une possibilité de traitement ou pas? Donc, en fait, c'est vrai que au Burkina Faso, nous sommes en train de mettre en place un plan hépatite qui va tenir compte de ça. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de disposition nationale qui permettent le traitement gratuit, par exemple, des mono-infectés. Mais ça, c'est dans les textes, parce que les praticiens, donc les gastro-entérologues, si Alice était là, elle aurait bien pu témoigner de cela. Donc, les gastro-entérologues ont tout à fait la possibilité donc, de prescrire le tenofovir. Et le tenofovir, non, ce n'est pas gratuit. Mais je pense qu'il est quand même accessible financièrement parce que il est génériqué, donc du coup, il est à environ, je dirais, 3 euros, 3,5 €, voilà. Par mois. Oui. Oui, par mois, c'est ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le bilan avant qui pose parfois problème. Et quand même, nous avons pu accompagner quand même sur le projet, nous avons pu accompagner certains participants qui avaient l'antigène HBS dans la réalisation des bilans. Oui. D'accord. Donc tout ça rentre bien dans le cadre de la déclaration de Bordeaux. Allons signer massivement pour une prise en charge gratuite de l'hépatite B parce que les coûts sont très variables. Je sais qu'à Abidjan, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Oui, le coût de la prise en charge. Merci beaucoup. Merci à vous. Elias, bravo. Donc on invite maintenant Françoise Lulel-Fabiani du laboratoire de virologie d'Angers qui va nous parler de l'efficacité de la vaccination contre l'hépatite B à J0 et on est dans le district de Tokombéré au Cameroun.